Bonjour à vous tous. Je vais vous demander donc de prendre place et de nous excuser pour ce petit retard indépendamment de notre volonté, comme on dit. En tout cas, c'est un plaisir de retrouver Toulouse pour cette troisième édition du Common Good Summit, du sommet Sauver le bien commun, organisé par Toulouse School of Economics, Challenge et les Échos, le Parisien événement, avec bien entendu le soutien de notre partenaire local, la Dépêche. Nous l'avons intitulé cette année Sacrifice et opportunité. On le voit bien, notamment avec le climat. Côté sacrifice, c'est 60 milliards d'investissements par an qu'on va nous demander d'ici 2030 et qu'il faudra bien sortir, que nous soyons ménages, entreprises ou collectivités. Et les opportunités, c'est même 60 milliards qui seront recyclés dans le marché ou dans des aides pour faire que la transition fonctionne. Nous parlerons pendant ces 3 demi-journées climat, mais aussi intelligence artificielle, santé, mobilité, inflation, alimentation. Et instruit de l'expérience de l'an dernier et puis, je dirais, motivé par le comité d'accueil que certains ont pu croiser en arrivant, nous avons décidé d'ouvrir le plus possible les fenêtres et pas simplement les rideaux, avec la présence de la société civile, d'associations, même de contrariants dans les différentes tables rondes. Et malgré le programme chargé, le programme que vous retrouvez dans le journal Challenge ou dans le supplément de la Dépêche, c'est la deuxième page du cahier central que vous pouvez découper. Il y aura chaque fois, en fin de session, des questions de la salle que vous pouvez poser via un QR code qui s'affichera de manière régulière derrière moi. Et puis, nous avons, grâce à la Dépêche, des réactions de ce que nous avons appelé tous ensemble la plateforme citoyenne. Alors, on le sait, depuis que Jean Tirole et Christian Gaulier nous l'ont appris, la tragédie du bien commun, ou la tragédie plutôt des biens communs, c'est que, je reprends Christian Gaulier, l'intérêt privé n'est pas aligné avec l'intérêt collectif. Moi, je dirais que la présence des partenaires qui ont rendu ce Common Good Summit possible, et je les en remercie chaleureusement, la présence des partenaires montre que cette volonté est de se rapprocher, sinon d'arriver à s'aligner. C'est cela qui nous passionne à Challenge et à TSE, c'est ce projet qui a séduit notre directeur, Claude Perdriel, et Jean Tirole, et les a poussés à organiser ce Common Good Summit. Pour ouvrir cette troisième édition, et avant l'introduction de notre partenaire local de la région Occitanie, nous avons reçu de l'Élysée un court message. Vous ne le savez peut-être pas, mais dès le début de notre initiative, Emmanuel Macron nous a appuyés. Il avait fait pour le coup une longue adresse avant la première édition. Ce sera un petit peu plus court cette fois et je laisse donc la parole au Président de la République. Merci à vous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce sommet du bien commun. J'avais eu l'occasion il y a quelques années de m'exprimer plus longuement. Alors je pourrais ici décliner l'agenda que la France poursuit sur l'ensemble des biens communs qui sont aujourd'hui menacés, tant depuis 6 ans nous poursuivons ce que j'ai voulu défendre comme étant le multilatéralisme efficace. Et de la lutte contre le réchauffement climatique et ses effets, à la lutte pour la biodiversité, en passant pour la protection des enfants en ligne, ou tout ce que nous avons voulu faire pour un Internet, si je puis dire, plus humain et mieux maîtrisé, jusqu'à évidemment la lutte pour la paix, et face à l'agression russe en Ukraine, la préservation de ce bien commun qu'est la Charte des Nations Unies. Je voudrais simplement ici avoir quelques mots sur le sommet que la France va organiser les 22 et 23 juin prochains à Paris. Ce sommet, c'est pour un nouveau pacte financier et justement, ce sont les biens communs qui sont au cœur de ce pacte financier. Pourquoi ? Parce que beaucoup de pays pauvres, de pays en développement, de pays à revenus intermédiaires, y compris de pays émergents, sont confrontés, au fond, à une forme d'abandon collectif des pays les plus riches et de la communauté internationale. Parce que nous avons, ils ont, mais nous avons tous, à relever ensemble plusieurs défis. La lutte contre la pauvreté, qui demeure une priorité et doit le demeurer. La lutte contre le réchauffement climatique et ses conséquences, la lutte pour la biodiversité et la lutte et le financement des conséquences
du changement climatique et donc de ce qu'on appelle la vulnérabilité climatique. Tout ça combiné crée des besoins de financement absolument inédits pour tous ces pays. Or aujourd'hui, nous n'avons pas les bons instruments, nous n'avons pas les bons investissements, tant publics que privés. Et donc parler de bien commun, c'est parler de ce défi, à mes yeux, qui est que toute une partie de la planète, les pays les plus riches, doivent réexaminer leurs instruments, leurs investissements, la mobilisation de leurs banques de développement, mais aussi de nos institutions financières internationales et du secteur privé pour aider des pays qui sont confrontés à ces défis à les relever. C'est une nécessité morale, c'est une nécessité politique pour faire face à la pauvreté, pour faire face à des situations qui sont contraires parfois à notre conception de l'humanité, pour faire face aux transformations du climat et de la biodiversité et pour prévenir aussi des grandes déstabilisations qui sinon s'en suivront. Mais je voulais vous sensibiliser sur ce sommet de Paris des 22 et 23 juin prochains qui, en quelque sorte, est une réalisation très concrète de ce dont vous allez discuter et de ce à quoi je crois. Nous avons un devoir à l'égard de tous ces pays. Nous allons les aider à le relever parce que c'est aussi notre avenir qui en dépend. Voilà, je ne serai pas plus long, je vous souhaite de très bons travaux et je veux ici vous dire que la France continuera d'être mobilisée pour les biens communs, chez nous et à l'échelle de la planète, et pour aider l'ensemble des pays de la planète à les relever. Bons travaux et à très bientôt. Ce sera donc la seule session sur laquelle il ne peut pas y avoir de questions, le président étant resté à Paris. Alors, comme toujours avec le président de la République, le propos est planétaire. On a bien noté le rendez-vous des 22 et 23 juin pour ce sommet du pacte financier et retour à Toulouse. Et donc, j'appelle donc à cette tribune Thierry Cottel, qui est donc le vice-président de la commission économie, emploi, innovation et réindustrialisation de la région Occitanie. C'est à vous, cher Thierry. Je vous laisse le micro. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour à tous. Je voulais, au nom de Carole Delga, remercier bien évidemment les organisateurs de cet événement sur lequel nous avons apporté notre soutien dès la première édition. Remercier bien évidemment Challenge, TSE, les Échos, avoir le plaisir d'être à côté tout à l'heure de Claude Pedriel qui a accompagné mon adolescence et ma jeunesse au travers d'un hebdomadaire et d'un quotidien fameux, mais ce n'était pas le seul, mais ça en faisait évidemment partie. Remercier également la Dépêche du Midi aussi, qui est partenaire. Et pour démarrer donc cette session, je voudrais reprendre la phrase de Jean Tirole du texte de présentation du Common Good Summit, qui est agir pour le climat et l'égalité, investir dans l'éducation et la recherche, garantir la soutenabilité de l'action publique nécessitant une perspective de long terme. Eh bien, de perspective de long terme, nous en avons tant manqué ces dernières années pour avoir abandonné ce que nous considérons comme étant essentiel pour préserver le bien commun, ou en tout cas permettre au bien commun de pouvoir se réaliser, c'est-à-dire l'industrie. L'industrie si indispensable pour un pays comme la France, dont l'économie en dépend grandement. La France n'a pas l'industrie dans son ADN, dans son imaginaire, et les raisons de la désindustrialisation sont nombreuses et multiples depuis plus de 40 ans, mais elle s'est accélérée sur la période 1995-2010. Les résultats sont là. L'économie française s'est proprement affaissée. Elle ne représente, l'industrie ne représente maintenant qu'un petit 10% du PIB, contre 23% en Allemagne ou 19% en Italie. Sa valeur ajoutée était, fin des années 2010, de 280 milliards d'euros, contre 304 en Italie et 753 milliards en Allemagne. Un déficit également extérieur global de 160 milliards en 2022, là où les Italiens sont sur un excédent de 60 milliards et l'Allemagne a plus de 163 milliards d'excédent. Chômage de masse, fracture territoriale, effondrement des villes moyennes, ce drame national n'a pas fini encore de faire sentir ses effets. Les Français, en tout cas, l'ont vécu et le vivent comme un déclassement de leur pays, alimentant un pessimisme vis-à-vis de l'avenir et créant un terrain favorable aux extrêmes ou au désintéressement total pour l'action commune. Sans industrie relevée, le financement de l'État-providence n'est pas assuré pour les années à venir.
La remise à niveau de ce qu'est le bien commun d'une nation, notamment ses services publics, la santé, l'éducation, la mobilité, devra pourtant être effectuée, mais ne pourra être réalisée que si l'économie, par sa croissance, génère les richesses nécessaires. La réindustrialisation sur tous ces différents secteurs et produits se fera sur des caractéristiques différentes de ce que nous avons connu. Elle sera technologique, numérisée, robotisée, éco-responsable, électrique, soutenue par une recherche dont il faut faire preuve d'un soutien prioritaire et massif pour qu'elle se replace à un niveau au moins européen, au moins équivalent à celui de l'Allemagne, mais qui est lui-même inférieur à ceux des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud, pour montrer quel est l'enjeu que nous devons relever en France et en Europe. Les sujets ne manquent pas, sur lesquels nous ne devons pas nous laisser distancer, sur l'intelligence artificielle, le calcul quantique, ou plus expressément sur l'utilisation de l'hydrogène à grande échelle. La réindustrialisation sera possible si nous assurons les compétences et valoriserons également les matières scientifiques, tant théoriques que pratiques. Nous avons besoin que la jeunesse se tourne vers les métiers scientifiques, de l'opérateur de production à l'ingénieur. Bien évidemment, cette politique industrielle dont il faut faire un enjeu national, partagé par l'ensemble de ses concitoyens, doit aussi s'appuyer sur l'énergie des territoires. L'exemple en région Occitanie du bassin d'Alès dans le Gard nous montre qu'après avoir été meurtri par la fermeture de ces mines, ce territoire se redresse en attirant de nouvelles entreprises. C'est le fruit d'un travail commun entre élus, entreprises, organismes de formation, services de l'État, prouvant ainsi la capacité de mobiliser leur énergie collective. En ce qui concerne la région Occitanie, et dans le cadre de ses compétences, la question de la réindustrialisation est centrale. Notre stratégie est votée à l'automne dernier, stratégie pour l'emploi, la souveraineté, la transformation écologique pour les 6 années à venir, comporte les enjeux suivants. Accroître notre souveraineté industrielle, énergétique et alimentaire, accélérer la transformation du modèle économique régional et préparer les compétences de demain, faire de l'Occitanie une des premières régions scientifiques et technologiques de l'Europe et offrir surtout à tous les conditions de la réussite. Nous menons ce travail sur chaque thématique, sur chaque compétence régionale en concertation avec les acteurs locaux, publics, habitants, mais aussi avec les acteurs du monde économique et académique. Climat, santé, inflation, intelligence artificielle, mobilité, alimentation, les thèmes des tables rondes qui vous sont proposés durant ces 2 jours de débat seront aussi variés qu'est la question du commun et des défis à relever. Sur ces mêmes thématiques, la région se mobilise au quotidien. Sur le climat, nous nous sommes engagés à devenir la première région à énergie positive à l'horizon 2050, impliquant une production multipliée par 3 d'électricité, mais également une baisse de consommation divisée par 2 par habitant, y compris en tenant compte de l'augmentation de ce nombre d'habitants à hauteur de 50 000 par an que nous constatons chaque année. C'est dire les efforts que nous devons faire pour baisser nos consommations énergétiques, notamment sur le transport, la mobilité au sens large et sur l'habitat. Mais les projets ne manquent pas. Avec une stratégie hydrogène spécifique, un plan rail permettant de nouvelles offres sur les 10 années à venir, tant sur les lignes existantes que sur de nouvelles ouvertures, avec des expérimentations spécifiques, innovantes sur le train hydrogène à batterie. Mais je pourrais bien évidemment multiplier les exemples répondant à l'impératif climatique, comme ceux liés aux inégalités, qu'elles soient territoriales, éducatives, celles liées à l'accès à la culture, au numérique ou à la santé. Je vais stopper là mon intervention, convaincu que l'action politique, l'action publique doit bien évidemment s'inspirer et trouver dans la diversité des thématiques qui seront évoquées pendant ces 2 jours les actions efficaces de court et de moyen terme, avec inévitablement des choix politiques qui ne feront toujours pas consensus, mais c'est là le propre d'un fonctionnement démocratique, le débat, toujours le débat, le plus contradictoire possible, mais ensuite le choix et l'action pour le bien commun. Donc merci à l'ensemble des organisateurs de permettre ces confrontations et je vous souhaite 2 journées de très bons débats et merci encore aux organisateurs d'avoir choisi Toulouse et la région Occitanie pour l'organiser. Merci à tous.